Ma collègue, je vais remercier Thibaut de la Motte-Rouge qui a, pour la lettre du cancérologue, préparé les diapos en français, ce qui permet d'avoir une synthèse et de vous éviter 200 diapos en 15 minutes. Donc, un clin d'œil à Thibaut pour tout le travail fourni. Donc, la première étude qui est Changing Practice, c'est une étude de chirurgie. Vous savez que dans le cancer de l'ovaire, la plupart des spécialistes internationaux sont pas forcément des oncologues médicaux, mais des chirurgiens qui lead la recherche clinique depuis un certain temps. Et donc, en parallèle des essais de médicaments, ils posent des questions de chirurgie pure. Et cette question, c'est une question ordonnée par les chirurgiens du groupe AGO, donc du groupe germanique, de manière extrêmement germanique, extrêmement efficace, et vous verrez très positive. L'idée, c'est d'identifier les patients qui sont les meilleurs candidats pour une chirurgie à la rechute. Vous savez que c'est un endroit où peu de modèles tumoraux ont montré l'intérêt d'un geste chirurgical. Le sarcome en est un, l'ovaire en est maintenant un autre. Donc, on fait une première étude rétrospective. On identifie les meilleurs patients qui peuvent bénéficier d'une chirurgie, c'est-à-dire une amélioration de leur survie par rapport à un groupe contrôle qui serait rétrospectif. On identifie des critères. En l'occurrence, c'était des critères très simples, ce qu'on appelle le score AGO. Il y a un intervalle libre de 6 mois, un CA125 élevé, l'absence d'acide et une chirurgie initiale bien faite. L'idée, c'est de ne pas réopérer des malades qui ont malheureusement raté le cap de la première chirurgie bien faite. On fait une deuxième étude où on valide prospectivement ce score et on confirme qu'effectivement les patients qui ont un score AGO positif ont une chance de résection complète de 78%. Et ensuite, on va en phase 3 et on montre que si on fait une chirurgie à ces patients-là, on améliore leur survie sans rechute, on améliore leur survie globale. On avait présenté déjà les données de survie sans rechute il y a 3 ans, qui étaient positives avec un bénéfice de l'ordre de 6 mois. Et le critère principal, qui était la survie globale, était présenté cette année en session orale. Les patients dans les 2 bras, vous voyez, avaient bien sûr de la chimiothérapie, soit à la place de la chirurgie, soit après la chirurgie. Les critères de patients sont des critères très bien décrits. Donc, comme je vous disais, c'est des patients qui ont été bien opérés. Donc, la plupart d'entre eux ont une rechute plus de 12 mois après le diagnostic initial, ont reçu un traitement standard de platine et de taxane. Et ce sont pour la vaste majorité des stades avancés séreux de haut grade qui représentent 60 à 70% des cancers de l'ovaire. Les résultats sont très positifs en faveur de la chirurgie avec un hasard ratio qui est à 0,75 et globalement une médiane de survie globale qui est de 7,7 mois. En matière de cancer de l'ovaire, ce sont des résultats qu'on aimerait voir tous les jours et qui sont très encourageants. L'intérêt de l'étude était aussi de confirmer ce qu'on avait vu la première fois, c'est l'impact de cette chirurgie complète. C'est-à-dire, quand les malades ont été opérés, ça représente 85% d'entre eux ont eu une résection complète. Malheureusement, 15% n'ont pas eu de résection complète. Et on voit que quand la résection est parfaite, bien faite, eh bien, le hasard ratio est à 0,57, le bénéfice est de l'ordre de 15 mois, plus d'une année, un bénéfice qui est palpable et du point de vue statistique et du point de vue clinique. Une analyse, par contre, des chirurgies incomplètes, c'est celle-ci, qui montre que effectivement, quand les patients ont été opérés et ont une maladie résiduelle, vous voyez que la survie globale est inférieure aux patients qui n'ont pas eu de chirurgie. Et donc, c'est un message qui est très fort. Si vous opérez les patientes en récidive, vous devez les opérer de manière complète et non pas laisser du résidu, parce que si vous laissez du résidu, vous allez avoir un effet délétère sur la survie de vos patients. C'est la comparaison avec l'absence de chirurgie et comme je vous le disais, effectivement, on a une réduction qui est non négligeable.
Alors, il y avait une deuxième étude que je vais présenter un peu plus rapidement parce qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité sur la survie globale et elle vient de Chine et je vous cache pas que sans aucune mauvaise foi de ma part, on a toujours un peu plus de difficultés avec les données chinoises. Quoi qu'il en soit, elle va dans le sens de l'étude allemande. C'est aussi une étude qui évalue la chirurgie en récidive avec un score qui est un peu plus compliqué qui intègre le stade initial, le dosage du CA125, la présence ou non de maladies sur les données du PET scan. Et ce score e-modèle, quand il est mesuré en dessous de 4,7, il prédit lui aussi une résection complète. Donc les patients étaient eux-mêmes randomisés exactement de la même manière que dans l'étude allemande et les résultats en survie sans rechute, hein, c'est pas de la survie globale, vont aussi dans le sens de l'intérêt de cette chirurgie. Alors, comment on remet, et là aussi, pardon, j'avais oublié cette diapositive, l'absence de résidus est fondamentale. Vous voyez, quand il y a un résidu, ce qu'on a appelé une chirurgie R1, et bien finalement, la survie des patientes est la même que s'il n'avait pas eu de chirurgie. Alors, comment remettre ces données dans le contexte? Il faut que vous sachiez que l'année dernière, les Américains avaient présenté des études similaires avec cette fois-ci une absence de bénéfices en survie globale qui avait fait trembler tous les chirurgiens de la Terre entière en se disant mince, on va plus pouvoir opérer les malades. En fait, il faut savoir que l'étude des Allemands est positive en survie globale grâce à 2 points. La première, je vous l'ai dit, c'est la sélection parfaite des patients avant d'être opérés. Je pense qu'en matière d'essais thérapeutiques, si vous voulez faire des essais de chirurgie, il faut vraiment s'appliquer à cette rigueur d'identifier les bons candidats avec un score qui est objectif et non pas qui dépend du chirurgien. Parce que c'est ce qui s'est passé dans l'étude américaine où le critère de sélection était individuel et on sait bien qu'on n'est pas toujours très objectif, on n'est surtout pas toujours très reproductible dans nos choix et dans ces conditions, on n'arrive pas à forcément démontrer le bénéfice qu'on aimerait montrer. Et le deuxième point, les Américains utilisent beaucoup le bevacizumab, notamment en rechute, et on voit au travers des caractéristiques des patients que beaucoup de patients avaient du bevacizumab dans l'étude américaine, ce qui a probablement nettement amélioré les données de survie globale du groupe sans chirurgie, vous voyez, qui est nettement meilleur que les deux autres et qui explique peut-être aussi l'absence de significativité dans l'étude américaine par rapport aux deux autres études. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de la communauté scientifique présente virtuellement à l'ASCO et nos guidelines vont intégrer cette possibilité d'un geste chirurgical pour chacun des patients qui répondent aux critères AGO. Dans les RCP, à noter particulièrement qu'au vu du bénéfice uniquement pour les patients CC0 ou R0 par rapport à ceux qui auraient un résidu, on a tendance à proposer une chirurgie dans les centres experts au vu de la difficulté du geste chirurgical. Ça, c'était la première et la grosse information de l'ASCO. La deuxième étude d'importance, c'est l'étude SOLO 2 dont vous avez déjà entendu parler, qui a positionné la maintenance avec un inhibiteur de PARP chez les patientes qui ont une mutation de BRCA, qui reçoivent une chimiothérapie à base de platine en rechute, quelle que soit la ligne de traitement, et qui répondent de manière partielle ou complète à cette chimiothérapie à base de platine, les patientes étaient randomisées pour recevoir de l'olaparib jusqu'à progression ou intolérance versus un placebo. Le bénéfice en PFS avait été rapporté, publié dans le Lancet en 2017 et la survie globale a été présentée cette année. C'est l'analyse finale qui montre un bénéfice qui est cliniquement significatif, statistiquement limite de significativité, puisque vous voyez que l'intervalle de confiance comprend 1, mais quand on regarde les différences de médiane entre 38,8 mois de survie globale pour les patientes BRCA mutées sans traitement d'entretien versus plus de 51 mois, la relevance clinique est supérieure aux tests statistiques pour pouvoir aujourd'hui dire que des patientes qui ont une mutation de BRCA qui n'ont pas reçu un inhibiteur de PARP en première ligne doivent en bénéficier si elles répondent à un sel de platine.
À noter qu'il y a encore, au bout de 5 ans, et j'ai 2 patientes dans l'étude, 22% des patientes qui sont toujours sous inhibiteurs de PARP, alors que leur survie, si elles n'avaient pas eu d'inhibiteur de PARP, était inférieure à 3 ans. Donc, il y a un vrai bénéfice. À noter tout de même, et là, c'est toute la vigilance des cliniciens qu'il faut mettre en avant, un nombre non négligeable de syndrome myélodysplasique, mais aussi de leucémie qui va avec cette classe thérapeutique, hein. Elle n'est pas supérieure pour l'instant à ce que l'on a observé avec les chimiothérapies, mais elle existe. Donc, il nous faudra être particulièrement vigilants puisqu'on sait maintenant que ce sont des patients qui vont recevoir un traitement à très longue échéance, de bien vérifier du point de vue hémato ces neutropénies, anémie et thrombopénie persistante qui peuvent révéler une conséquence de myélodysplasie bien plus importante qu'on pourrait le voir. Je voulais aussi vous replacer le fait que Solo 1 a permis d'avoir accès aux inhibiteurs de PARP en première ligne. Donc, le nombre de patients qui relèvent de la population Solo 2 va diminuer dans les années à venir. Et vous rappelez quand même que la première ligne, même si pour l'instant on n'a pas de données en survie globale, le bénéfice en PFS avec un hasard ratio similaire est très largement supérieur. Et on l'a vu dans l'analyse en sous-groupe de Solo 2, ces inhibiteurs de PARP donnent d'autant plus de bénéfices qu'ils sont prescrits précocement dans la prise en charge des patients. Voilà pour les 2 grandes études. Une étude négative qui nous a beaucoup déçus avec des thérapies ciblées qui avaient accepté d'aller se battre avec la chimiothérapie. On est en rechute sensible et au lieu de poser la question du traitement d'entretien, on pose la question d'emblée de la combinaison du cédiranib, qui est un inhibiteur essentiellement de VEGF, qui est un TKI, associé à l'olaparib, qui est une combinaison qu'on connaît bien, qu'on savait un peu toxique, mais on pensait qu'elle ferait mieux que la chimiothérapie, versus l'olaparib seul. On a des patientes qui sont mutées BRCA dans cette étude, donc pourquoi leur rajouter de la toxicité si l'olaparib seul pourrait être pertinent. Cette étude a été menée aux États-Unis par un grand groupe américain. Plus de 900 patientes ont été incluses avec une chimiothérapie à base de platine qui était les standards habituels, 6 cycles suivis d'une surveillance. Malheureusement, vous le voyez sur la diapositive, l'étude est négative avec une similarité d'efficacité entre la chimiothérapie et la combinaison de TKI, un effet moindre de l'olaparib seul. Et vous voyez en fait, la chimiothérapie est vraiment très similaire à l'olaparib jusqu'à 12 mois. Et après, il y a un décrochage de la chimiothérapie qui vient du fait probablement qu'on arrête la chimio alors que les TKI sont poursuivis jusqu'à progression, mais pas de différence significative alors que c'est une étude qui devait se faire selon des critères de supériorité. On a au niveau du groupe BRCA muté vu quelque chose par contre d'intéressant et qui soutient l'étude Paola qui a été présentée à l'ESMO l'année dernière. Vous voyez dans le groupe des patientes qui ont une mutation de BRCA, la combinaison d'un anti-angiogénique avec l'olaparib a l'air de donner des données de médiane de PFS plus importante que l'olaparib seul. C'est une analyse en sous-groupe. Elle est significative, mais c'est une analyse en sous-groupe. Elle nous dit juste que les anti-angiogéniques sont d'intérêt dans ce groupe de patients, ce que Paola avait déjà dit en première ligne l'année dernière. Dans le groupe qui ne présente pas de mutation BRCA, l'olaparib est très clairement en monothérapie délétère par rapport aux 2 autres et ne doit pas être considéré comme une option. Vous voyez, on a 6 mois de médiane PFS alors que les 2 autres sont quand même plutôt autour de 9 mois. Il faut aussi voir que une des problématiques de cette étude vient de la toxicité. En effet, le cédiranib, je vous disais, est un médicament qui est relativement toxique, surtout au niveau digestif, mais aussi au niveau de l'hypertension artérielle
artérielle et on a eu plus de 20% des patientes qui ont arrêté leur traitement alors que c'était seulement 15% dans le bras chimiothérapie. Donc dès qu'on a une toxicité médicamenteuse, on perd parfois en efficacité parce que les malades arrêtent le traitement trop tôt. Il faut aussi savoir que les Américains n'ont pas été respectueux du protocole et il y a quand même sur cette petite cohorte de patients, 56 patients du bras chimiothérapie qui ont reçu l'olaparib en entretien selon le desiderata de l'investigateur, alors que bien évidemment, protocolairement, ce traitement d'entretien n'était pas prévu. Donc ça participe à aggraver entre guillemets la négativité de cette étude. Concernant les anti-angiogéniques, je vous le disais, les résultats en sous-groupe dans l'étude de BRCA portent les données de Paola et par contre dans Paola, comme c'était du bevacizumab et non pas du cédiranib, la tolérance est bien meilleure et on n'a pas été confronté à ces problèmes de toxicité plus importants. Étude aussi négative, l'immunothérapie. Vous savez que l'ovaire est le premier modèle où on a montré que l'infiltrat CD8, l'infiltrat des lymphocytes T en général était un facteur pronostic majeur. On s'était dit qu'on serait les premiers en immunothérapie. Je crois qu'on va être malheureusement les derniers. L'étude Pimbro, plus de 300 malades quand même, hein, avec des cancers de l'ovaire en récidive, taux de réponse catastrophique, quelles que soient les sélections, que l'on prenne des malades peu prétraités ou des malades extrêmement prétraités, on ne dépasse pas des taux de réponse de 12%. Le seul sous-groupe qui avait montré un peu d'intérêt, c'était les carcinomes à cellules claires qui ont un profil moléculaire et un micro-environnement complètement différent, hein, qui ne sont pas du tout les cancers de l'ovaire dont on vient de parler. Et là, les analyses, en essayant de chercher sur le TMB, sur des expressions de PDL1, malheureusement ne nous montrent aucun sous-groupe où on pourrait au moins dépasser les 30% de taux de réponse, qui dans le cancer de l'ovaire est un peu le cut-off du signal d'intérêt. Ça, c'était pour vous dire que ce n'est pas lié au Pimbro. Tous les PD-1 ou PD-L1 inhibiteurs aujourd'hui disponibles sont en échec en monothérapie et on s'est pris une énorme claque en première ligne en combinaison avec la chimiothérapie où l'avelumab a eu un effet presque délétère. La courbe de survie est moins bonne avec l'immunothérapie qu'elle ne l'est avec la chimiothérapie seule. Je pense qu'il y a encore personne qui a osé publier des résultats aussi décevants. On est en train de travailler sur des combos d'immunothérapie, de rajouter l'Avastin, peut-être aussi les inhibiteurs de PARP qui, par leur mécanisme d'action et les cassures d'ADN, pourraient générer un réchauffement de ces tumeurs qui sont finalement, certes avec un infiltrat, mais un infiltrat qu'on n'arrive pas à armer, tout du moins avec les immunothérapies de première génération. Alors, passons aux tumeurs rares. Deux informations d'intérêt qui sont des petites études, mais qui sont très françaises et très visibles. Donc, c'était important de vous les signaler. Trophimune, qui est porté par le groupe des maladies trophoblastiques, et c'était Benoît You qui présentait les résultats de l'avelumab chez des patientes qui sont résistantes ou réfractaires au méthotrexate ou aux polychimiothérapies, avec un résultat très satisfaisant de l'avelumab en monothérapie après échec de la chimiothérapie et qui annonce un essai de combinaison en première ligne pour l'année prochaine ou dans les années à venir. Résultat de l'immunothérapie dans les maladies trophoblastiques, on avait déjà des case reports confirmés par cette étude de phase 2. Autre étude portée par le groupe des tumeurs rares de l'ovaire, le groupe TMRG, où Félix Blanc-Durand a présenté les résultats de l'intensification dans les tumeurs très particulières qui sont les tumeurs à petites cellules de l'ovaire, qui sont des tumeurs catastrophiques. J'en parle parce que du fait du Covid, j'ai pour la première fois une patiente qui a commencé à avoir des symptômes au début de confinement et qui est malheureusement décédée sans avoir eu le temps de recevoir un traitement parce que cette maladie évolue très très vite. Et si vous ne la traitez pas dans les 3 semaines qui suivent le diagnostic, les patientes n'ont aucune chance de survie. Vous voyez que malheureusement, même avec un traitement, les chances de survie sont faibles avec cette pathologie, si ce n'est que lorsqu'on arrive à les intensifier et à leur faire une radiothérapie pelvienne, en plus d'une chirurgie radicale, on arrive, vous voyez, a priori à améliorer la survie de ces patients.
Pour l'endomètre, peu de nouveautés. Je voulais vous parler du WEE1, qui est une molécule que vous allez voir dans d'autres modèles tumoraux, donc elle est d'intérêt. C'est une molécule qui intervient dans le cycle et la réparation des cassures d'ADN, qui est un médicament qui a montré, vous voyez, dans les cancers de l'endomètre séreux de haut grade, qui ressemble aux tumeurs séreuses de haut grade de l'ovaire, un résultat en monothérapie qui est tout à fait intéressant et qui va nous permettre d'élaborer dans cette population de malades où vous avez jusqu'à présent vu très peu de nouveautés thérapeutiques. Leur comorbidité explique en partie la frilosité des industriels. L'étude montre donc le taux de réponse, une durée de réponse qui est de 9 mois, hein, qui est donc des durées de réponse relativement longues et pour lequel on a une toxicité qui est quand même pas négligeable. Dans cette population, il y avait beaucoup de fatigue grade 3 qu'on avait un peu moins vu dans les cancers de l'ovaire sur lequel il faudra être vigilant. Une autre étude avec l'immunothérapie, vous savez que l'immunothérapie dans l'endomètre avec les MSI est aussi spectaculaire que le côlon. Là, c'est une combinaison avec le cabozantinib, qui est une molécule que j'aime bien, qui est dans le cancer du rein, qui va peut-être arriver aussi plus facilement dans les sarcomes. Alors, qu'est-ce qu'elle montre dans le cancer de l'endomètre? La combinaison des deux fait mieux que le niveau seul. Ce sont des malades qui ne sont pas forcément MSI, hein. C'est une étude tout venant. Donc, les analyses en sous-groupe seront probablement d'intérêt dans cette population. En revanche, ce que rapportait Stéphanie Lheureux qui présentait les données, la toxicité du cabozantinib qui passe très bien dans le rein, qui passe assez bien dans les sarcomes, à nouveau sur les cancers de l'endomètre qui sont des populations fragiles, passe beaucoup moins bien malheureusement. Donc, je ne sais pas si malgré ce résultat encourageant, vous voyez en termes de synergie, on verra cette combinaison par la suite. Par contre, dans le cancer de l'endomètre, vous voyez le nombre d'inhibiteurs de PD1 et de PDL1 qui sont en train d'arriver. Donc, ne nous inquiétons pas. Je pense que l'IMEA devrait nous donner accès à ces traitements, je l'espère, dans les MSI en monothérapie très vite, avec notamment des ATU, mais aussi en combinaison avec la chimiothérapie en première ligne. Les études sont en cours et elles sont manifestement très encourageantes. Je vais aller assez vite sur le cancer du col. Une étude, là encore chinoise, que je ne maîtrise pas très bien, 1000 patients d'inclus, donc plutôt une grosse étude qui évaluait ce qui n'est plus un standard of care, c'est-à-dire de la radiothérapie seule pour des petits stades, 1B1 à 2A, versus une combinaison qui est plus standard en Europe de radio cisplate, versus une combinaison de chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une radiothérapie, ce qui n'est pas du tout un standard, notamment dans ces petites tumeurs qui sont généralement traitées de manière protocolaire par radiochimio ou surtout chirurgie. L'étude montre un bénéfice de cette chimiothérapie néoadjuvante qui est relativement significative per protocole. En intent to treat, on ne voit pas de différence entre la radiothérapie seule et la radiochimio, alors que on a l'habitude de voir quand même une différence. Donc, ça fait partie des problèmes. Et puis, comme le discutant l'a montré, il y a manifestement des difficultés quand on essaye de comparer les données de survie rapportées par cette étude avec celles un peu solides de la littérature qui font penser qu'on a eu beaucoup d'arrêts de traitement, beaucoup de patientes qui sont sorties d'études et le bras contrôle de radiochimio performe quand même beaucoup moins bien qu'on a l'habitude. Donc, elle n'est pas changing practice pour l'instant. Dernière diapositive, une étude française, l'idée par Fabrice Lecuru, qui essaye de confirmer, et ça le sera dans la future étude de phase 3 qui est en cours, l'intérêt du ganglion sentinelle dans les cancers du col, plutôt que de faire un picking ou un curage ganglionnaire systématique. On voit qu'effectivement, les patientes qui bénéficient d'un ganglion sentinelle n'ont pas de perte de chance et ont une survie qui est tout à fait similaire et pour lequel j'espère qu'on va pouvoir faire de la désescalade chirurgicale pour ces patientes
qui généralement ont des comorbidités qui ne sont pas négligeables. Je crois que c'est ma dernière diapo. Ah non, il y avait l'apatinib. C'est 2 molécules chinoises aussi, un VEGF inhibiteur et un PD-1 inhibiteur qui donnent des résultats dans le cancer du col assez intéressants, qui eux aussi nous font rêver, mais pour les années à venir, certainement pas pour la prise en charge de demain. Je vous remercie, j'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup, professeur Recocar. Je crois qu'éventuellement, on peut avoir le temps. Il y a une question qui a été posée. C'est la question par rapport à la première étude dont vous avez parlé. Après chirurgie de récidive platine sensible, quand les critères AGO sont remplis, enfin, il s'agirait de faire une chimio après ça. Est-ce qu'il faudrait faire une maintenance en plus avec de la thérapie ciblée ou pas? Est-ce qu'on ferait... C'est une très bonne réponse, c'est une très bonne question, puisque effectivement les patients qui ont été inclus dans cette étude n'ont pas bénéficié de traitement d'entretien dans la mesure où les inhibiteurs de PARP n'étaient pas disponibles. À l'heure des inhibiteurs de PARP, probablement qu'on aurait des données de survie un peu différentes, mais on aurait des données de survie un peu différentes dans les deux groupes. Donc notre hasard ratio devrait rester le même. Simplement, il nous faudrait un peu plus de malades pour en prouver le bénéfice. Et juste pour vous rappeler un peu quelques chiffres, vous voyez qu'on a un bénéfice en survie globale qui est celui de Solo 2 dans les BRCA avec un inhibiteur de PARP. Donc, on apporte avec un geste chirurgical qui va durer 2 heures le même bénéfice qu'un traitement d'entretien à vie avec une molécule qui a quand même des effets secondaires. La deuxième chose, c'est que dans l'étude des stops, il n'y avait pas que des BRCA. Il y avait des patients non BRCA. Et si on regarde les données de PFS de NOVA et d'Ariel 3, les patientes qui ne sont pas BRCA, le delta de PFS, il varie de 3 à 6 mois. Donc, le bénéfice en survie globale ne sera jamais de 12 mois. Donc, du coup, il ne faut pas choisir entre les deux. Mon point, c'est faites cette chirurgie si le patient relève des critères AGO, faites la chimiothérapie que le patient aurait dû ou devrait avoir, et si dans cette chimiothérapie, il y a une combo avec du BEV, il y aura donc une maintenance avec du BEV. Si dans cette chimiothérapie, c'est une chimiothérapie standard avec un traitement d'entretien par un inhibiteur de PARP, il faut le faire. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, professeur Recocar. Merci Non, c'est nous encore. qui vous remercions d'être assidus comme ça. Et puis, il y a une suite après, il y a un autre intervenant? Non, non, là, c'était Ah bon, là, c'est bon, ils sont épuisés, ils vont tous se coucher. plus personne n'est motivé. Non, non, on fait 2 intervenants par soir. Ça me donne justement l'occasion d'annoncer un petit peu plus la couleur pour demain, où nous aurons euh, de- pardon, un quart d'heure sur les mélanomes et les tumeurs cutanées et un quart d'heure sur l'oncologie digestive. Les mélanomes seront présenté par le professeur Lebé, qui est à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et l'oncologie digestive par le docteur Samalin à Montpellier. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là pour Au cette revoir et session. puis bonne soirée à tout le monde.